En mode Rocket, épisode numéro 13. Aujourd'hui, au menu, malheureusement, 2 défaites pour le Rocket de Laval et très peu de buts marqués face aux Moose du Manitoba dans le dernier week-end. Et que se passe-t-il avec l'offensive du Rocket de Laval? D'ailleurs, 4 défaites de suite, très peu d'offensive. On va en parler avec Cédric Blondin. Évidemment, il sera aussi question des retours à Laval d'Owen Beck et de Jacob Fowler, qui veut pas, va écoper avec le retour de ces 2 jeunes espoirs de l'organisation des Canadiens de Montréal. Puis également, on met la table sur le plus long voyage de la saison du Rocket de Laval à Abbotsford, également à Calgary. C'est parti. Merci d'être des nôtres et bienvenue à cet épisode numéro 13 de En mode Rocket. Le Sick Podcast. En mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Et voilà une entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça met devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Heimbachner! Officiellement, la plus cordiale des bienvenus à cet épisode numéro 13 dans Mode Rocket, le Sick Podcast. Bien entendu, plus cordial des bienvenus à toi aussi, Cédric. Salut Vincent. T'es en forme? Oui, ça va très bien. Toi? Ouais. Oui, ça va bien, évidemment. On va commencer cet épisode-là en souhaitant nos plus sincères condoléances à la famille de Michel Pelletier, détenteur de billets de saison dans les 7 dernières campagnes du Rocket de Laval, qui nous a malheureusement quittés dans les derniers jours. Évidemment que c'est ce qui était prioritaire à ce moment-là, pas finir le match de samedi. Le Rocket de Laval veut pas, vient de perdre un membre de sa famille. Donc, nos plus sincères pensées, là, je pense parler en ton nom aussi, Ced, vont à sa famille, vont à son entourage, à l'organisation du Rocket. Je pense qu'il y a eu un bon mouvement de soutien partout à travers la Ligue, les Canadiens également, la Ligue américaine qui même il a été d'un communiqué. Alors, la grande famille du hockey qui a vécu un petit deuil en fin de semaine, puis évidemment qu'à la suite de tout ça, on va vous avouer que c'était difficile de parler de hockey. Je sais pas pour toi, ça a été... c'est tellement devenu secondaire ce qui s'est passé avec le Rocket de Laval, le résultat, tout ça. Quelque part, je vais être franc, on s'en foutait. Là. Moi, je me sentais mal même d'avoir un après-match. C'est comme, on était dans l'habitude, il fallait le faire. On avait salué à ton minou, by the way. C'est ça. Fallait faire ce qu'on avait à faire. On avait un travail à faire, mais malheureusement, c'est ça. Ouais, ben je suis du même avis que toi, honnêtement, parce que c'était pas super à l'aise de faire un après-match. Je pense qu'on l'a fait assez calmement, puis on a été sans savoir qu'est-ce qui se passait, bien évidemment. Là, on a eu les nouvelles et, comme tu l'as dit, penser à toute la famille, tous les gens qui ont été impliqués, même ceux qui étaient dans la situation, qui ont dû répondre là, qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est sûrement pas très, très facile pour eux aussi. Là, donc, penser à tous ceux qui sont impliqués, bien sûr, dans la famille en premier lieu. Ouais, gros câlin, gros bisous, bon courage et tout, chapeau aux paramédics qui ont intervenu quand même assez rapidement, malheureusement. On a dû y aller du message qu'on a été présentement, mais on va parler de hockey. On va venir au hockey, le but premier de ce podcast-là. Bizarrement, en fin de semaine, Ced, moi, j'entrais dans ce week-end-là, puis la première période du premier match de vendredi, je me disais, OK, on va avoir des duels offensifs. Moi, c'est ce que je pensais. Ben, j'étais dans le champ. Ben raide. Ouais, mais c'est parce que ça jouait tellement. On voyait le Moose qui tentait des jeux, coup de circuit, je sais pas combien de fois en première période dans le match de vendredi. Fait que là, on s'est dit, hey, le jeu va s'ouvrir. Il trichait, oui. Puis ça, c'est le type de match qui profite au Rocket normalement, là, parce que quand il y a des jeux comme ça, ben, le Rocket en profite et est capable d'être opportuniste dans des situations comme telles. Donc, mais ça n'a pas été le cas, bien évidemment. Là, il va falloir que tu trouves un domicile à ton chat quelque part, parce que là, ça fait 2 fois qu'on y voit le péteux. Il va peut-être falloir que tu demandes à ta blonde d'intervenir. Non, elle est au travail et moi, Et voilà.
Est-ce que tu veux qu'on te laisse un instant pour fermer la porte ou quoi que ce soit? Non, parce que sinon, elles vont m'y aller. Fais juste mais te non, coucher, là. mais non, Fais juste mais... te coucher, puis sois calme, là, puis ça va bien aller. Bon, là, ça devrait être Moi, j'ai un feeling aussi, puis la porte était fermée, puis tout va bien. Mais non, pour vrai, dans le premier match, ça a été la meilleure période du Rocket. C'était le vendredi dans cette défaite de 2-1 en fusillade. Puis on était tellement agressifs sur le porteur, les choses cliquaient. On était physique, il y avait de l'échec avant. Je m'étais dit, OK, ça va être un bon week-end pour le Rocket. Mais on n'a tellement pas été capable de maintenir ce qu'on a si bien fait dans cette période-là. Puis d'ailleurs, c'est dans cette période-là qu'on a été chercher le seul but, celui de Loktok. Pascal Vincent parlait, puis on va l'entendre, puis je vole un peu le punch, là. Faut revenir à la base, mais c'était tellement un but basic. C'était une rondelle dans le fond, échec avant, beau jeu de Jacky, remet ça à Tok devant le filet. D'ailleurs, Tok a connu, ça a été un des meilleurs joueurs, là, peut-être en fin de semaine. Je pense qu'on peut le dire, pas juste à cause de son but, les chances de marquer, être physique, être constant. Bref, j'ai été surpris par la suite des 5 périodes supplémentaires plus la prolongation, comment on n'a pas été capable de calquer ce qui avait été bien fait, puis aussi ultimement d'obtenir des résultats. Ouais, ben c'est sûr. Ben, honnêtement, c'est juste parce qu'avec la première période que le Rocket a connue dans le match de vendredi, vu qu'on n'a pas été capable, vu qu'on a donné un but de 2 minutes, un peu moins de 2 minutes après celui qui a fait 1-0, ça a mis un peu... ça a un peu surpris. Puis après ça a laissé le temps aux Moose de comme s'ajuster. Ils sont retournés au vestiaire, c'était 1-1. Et après ça a donné ce qu'on a vu. Et en deuxième période, c'était une histoire complètement différente, bien évidemment. Donc, ouais, c'était dommage parce que on avait parlé dans l'émission d'avant-match en raison des combien de fois qu'on avait vu ça dans les dernières semaines, des premières périodes qui étaient décevantes du côté de la Place Belle. Et on avait tout porté à croire qu'on pouvait avoir une bonne fin de semaine, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Et il faut le dire, les deux gardiens de l'autre bord ont été la première étoile des 2 matchs. Il ne faut rien enlever à Capo Kakkonen et à Jacob Fowler qui ont été excellents dans les 2 matchs. Là. Mais Milic et David Chettis ont été vraiment formidables. Puis on n'a pas trouvé de solution à ces 2 gardiens-là. Seulement un peu marqué en 2 matchs. Là. Les gardiens du Rocket, tu as tellement donné une chance à ton équipe de gagner dans les deux matchs. Ouais. Vendredi soir puis samedi après-midi, Capo Kakkonen donne 1 but. Jacob Fowler en donne 2. C'est donc le filet désert. Fait que, normalement, c'est largement suffisant pour offrir une chance à ton équipe de gagner le match. Je veux rebondir sur quelque chose. Je veux faire un parallèle intéressant, mais avant de le faire, je veux qu'on ait entendu Pascal Vincent sur ce qui s'est passé en fin de semaine face aux Moose du Manitoba. On a eu des opportunités de gagner le match. Première période, on n'a pas généré nécessairement beaucoup, mais on a touché 2 poteaux. on a eu nos chances. Le gardien de but l'autre bord était très bon. On a essayé à partir de la deuxième période. Fin de la deuxième période, on a commencé à rentrer plus à l'intérieur. Mais comme je disais hier, c'est probablement l'équipe contre qui on joue qui s'est le plus amélioré. Ils sont durs à jouer contre et jouent très bien. Ils ont des skills. Donc, évidemment, au bout de la ligne, là, le powerplay, il faut qu'il score un but à un moment donné. Là. Puis là, soit on n'a pas marqué, puis eux autres en ont marqué un. Donc, je te dis, si on marque en avantage numérique de 4 contre 3 ou même de 5 contre 4, à un moment donné, on gagne ce match-là. C'est un sacré message. Je voulais rebondir sur quelque chose, mais j'avais complètement oublié que Pascal Vincent, pourtant c'est moi qui ai découpé ça un matin, qui finissait en parlant du powerplay. Je pense que c'est un petit jab. Combien d'opportunités le Rocket a eu en fin de semaine? C'est que les 4 derniers matchs, c'est 1 en 16. C'est 6 points, un petit peu plus que 6% d'efficacité. Parce que, oui, puis on en a parlé au courant de la semaine, Vincent. Oui, le pourcentage était peut-être à 28 ou à 29% depuis Noël, mais tu l'as bien dit à plusieurs reprises, c'est que manque de constance, puis on perd du momentum parce qu'on n'est pas capable de... Oui, on va aller marquer un but une fois de temps en temps qui va faire que le pourcentage va être intéressant. Mais... Dans le mille, Ced. Je veux dire, ce que tu apportes comme propos dans le mille, ça tue le momentum.
Et c'est incroyable. On est zéro constant en zone offensive. Les adversaires sont premiers sur les rondelles. C'est la première vague mettons dans les coins là. Dans les 20 premiers matchs de la saison, c'était tout feu, tout flamme. Avec la première vague d'avantages numériques. On dirait que peut-être que c'est peut-être un peu drastique, je veux dire, mais quand Engstrom a été rappelé pour la première fois, ou peut-être même la deuxième fois, c'est là qu'on dirait que la première vague a perdu un peu son aide d'aller. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on mise trop sur Engstrom? Est-ce qu'Engstrom, on compte trop sur lui? Puis ça je sais pas, ça enlève du spotlight aux autres joueurs? La question est peut-être pas... Tu comprends la question? Oui, je comprends tout à fait, mais tu sais, on dirait que tu te rappelles quand Engstrom a été rappelé la deuxième fois, on a mis Ryan Backer à la place d'Engstrom, puis souvent on a discuté de ça, toi et moi, puis on disait mais il me semble que on dirait que la première vague n'est pas aussi dangereuse qu'elle l'était. Puis on dirait que depuis ce temps-là, tout est un peu décousu, surtout sur la première vague. Je dirais que même la deuxième vague est meilleure que la première dans les dernières semaines. Je pense qu'on ne s'obstinera pas là-dessus. Non. Mais je veux dire, mais moi, la constante négative que je note, on n'est pas capable de rejoindre le bumper depuis une couple de matchs. Ouais. On n'est pas capable. Fait que tu restes en périphérie. C'est quand tu réussis à rejoindre le bumper que tu vas créer du chaos. L'adversaire va être content si tu restes dans les câbles. L'adversaire va dire parfait, tu as un bumper qui est là, tu as une structure 1-3-1 où tu n'es pas capable de rejoindre le joueur au centre. C'est la structure en avantage numérique du Rocket. C'est la structure probablement la plus populaire dans le hockey professionnel. Ouais. Il existe du 2-2-1 aussi. Le Rocket a déjà joué également à 2-2-1, mais à 1-3-1, présentement, on n'est pas capable de rejoindre. Donc, est-ce que c'est le temps de changer de structure? On a changé nos unités. Là, on a eu des retours. Moi, je pense qu'on va être patient. Mais Pascal a raison. Dans des matchs serrés comme ça, il faut que ça y aille. Là. Ça te prend au moins un but. Puis les chances de marquer en avantage numérique, c'est rien d'ahurissant non plus là, en fin de semaine. On n'a pas récolté, on en a récolté des chances. Tout n'a pas été négatif, tout n'a pas été noir en avantage numérique. Il y a eu des bons moments. Mais à quelque part, non, ça n'a pas été suffisant. Puis à un moment donné, il faut que tu capitalises aussi. Tu as eu 3 avantages numériques en deuxième période, les 3 pénalités à Dylan Hanhorn dans le match de samedi. Tu t'en vas en troisième période, c'est toujours 0-0. Tu es 0-4 en avantage numérique, puis tu es 0. Tu n'as aucune pénalité. Tu n'as aucun désavantage numérique. Je me rappelle très bien qu'on l'a dit là, pendant le match. On a dit à un moment donné, le retour va arriver. Ils ont eu besoin d'une seule opportunité, le but d'assurance qui était inscrit par Nikita Chebrikov. Mais à un moment donné, quand tu ne profites pas de ces chances-là, ça va finir par te rattraper. Puis ça déteint tellement sur le reste de l'offensive parce que, tu sais, dans les joueurs comme Dauphin, Belzile, Farrell, on dirait qu'on les voyait moins cette semaine parce que justement, sur l'avantage numérique, c'est des joueurs, surtout ces joueurs offensifs qui jouent sa première vague, ils s'alimentent du rythme qu'ils vont chercher un avantage numérique. Ils vont chercher il n'allait pas chercher de confiance sur le PP. Exactement. C'était tout l'inverse et ça apparaît sur le 5 contre 5 et ça apparaît aussi à 4 contre 4 puis à 3 contre 3. Encore une fois, on en a parlé souvent. Les Rockets qui ne jouent pas pour gagner ou pour aller chercher des gros buts. On dirait que c'est plus on joue le bâton serré pour ne pas faire d'erreur. Et ça part vraiment, moi je pense que ça part de l'avantage numérique. C'est là que ça va être intéressant de voir ça. Là, si les unités spéciales qui sont plus compliquées sur la route depuis le début de la saison, on en a discuté aussi, Vincent. Là, on a une grosse opportunité pendant 6 matchs là, de redresser la barque et de revenir du côté de la Place Belle avec un petit peu de rythme sur les unités spéciales. Je veux finir ce premier segment sur quelque chose d'intéressant parce que juste avant d'entrer en ondes, je faisais mes devoirs en vue du podcast. Puis bon, je ne sais pas si tu as vu tous les matchs de cette série-là, peu importe, tu n'étais pas le descripteur à ce moment-là, c'est pas grave, mais les gens qui nous écoutent peut-être vont faire « Hey Vince, tu as raison ». Pour moi, le Moose a calqué presque à la perfection comment les Checkers de Charlotte ont réussi à sortir le Rocket en demi-finale l'année passée. De un, la première chose à extrêmement bien exécuter pour faire suer le Rocket, le box-out. Première affaire.
Et ça a été le meilleur opposant qu'on a eu en ce sens-là dans une game cette année. Ça a été Manitoba 2 jours de suite. Ouais. On n'a pas trouvé de solution non plus à ça. C'est ça qui est on a été physique, on a donné le ton rapidement dans cette série-là de 2 matchs. Quelques cross-checks à la limite de la légalité. Ça a été intimidant pour le Rocket, couper vers le centre de la glace, exploiter le centre de la glace. Et le box-out a été la première chose. De 2, un gardien de but solide, qui l'avait été en série face au Rocket, Capo Kakonen. Ouais. Et de 3, être plus opportuniste que l'adversaire. Parce que Manitoba, dans les 2 matchs, on était un petit peu à la traîne au niveau des chances de marquer. Laval a eu plus de chances de marquer que le Manitoba. Les 2 matchs. Les 3 éléments, pour moi, qu'ils ont calqués des Checkers de Charlotte. Mais le premier, c'est le box-out. Ben aussi, ben oui, 100%. Puis, tu sais, dans cette fin de semaine-là, Vincent, qu'est-ce que j'ai peut-être moins aimé aussi, c'est que je trouve que ça a apparu dans le match de samedi, l'absence de Vincent Arsenault. Parce que dans le match de vendredi, ce trio-là, lorsqu'on allait en zone offensive, premièrement, on a passé beaucoup de temps. L'aspect physique manquait dans le match de samedi, pour plusieurs raisons. Parce que, première des choses, oui, ils ont été excellents dans le match de vendredi. Je trouve il y a eu des bons moments en raison de ça. On l'a vu, bien évidemment, qu'il y a eu des répercussions, bien évidemment, là-dessus, mais dans le sens que c'est ce qu'on avait de besoin, d'avoir une bonne présence en échec avant, puis je trouve que c'était pas mal plus mais je suis d'accord avec toi, mettons à 40%, mais j'ai un 60% qui n'est pas d'accord, parce que si tu comptes à ce point-là sur Vincent Arsenault pour avoir du succès, tu es un peu dans le trouble. Pour moi, tu as d'autres joueurs qui sont capables d'être physiques dans cette formation-là. Jacky, Torb, Tuck, Roy l'a été dans le premier match. Beck, c'est comme ça que tu veux qu'il devienne. Il y en a d'autres qu'il faut qu'il soit en échec avant. Je comprends ce que tu veux dire, l'émotion, la présence d'un vétéran, mais il faut que tu trouves des solutions qui sont ailleurs un peu que Vincent Arsenault. Est-ce que ça aurait pu changer quoi que ce soit que Vincent Arsenault soit de la formation samedi? Moi, je pense qu'il y a un apport, ça c'est sûr, mais moi, je pense que ça n'aurait pas changé du tout au tout. Là. Ça n'aurait pas fait en sorte que le Rocket aurait été chercher la victoire. Mais tu sais, tu sors un meilleur exemple. Mais il ne sortira pas mécheur cette année. Il sortira pas. Je comprends tout ça, mais si le Rocket avait besoin, surtout avec le match de vendredi, puis surtout comment qu'on a vu, même dans le match face aux Sénateurs mercredi, oui, c'est 2 équipes complètement différentes, mais le Rocket se nourrit de ça, de comment son 4e trio lui amène du rythme depuis 1 mois, depuis 2 mois. C'est un des meilleurs trios du Rocket depuis quelques semaines, là, le 4e trio. Je dis pas mais il connaît des bons moments, peu importe c'est qui, quand c'est Dunning, quand c'est Tuck, quand c'est Thorpe, quand c'est Arsenault, t'en as besoin. Mais là, on dirait qu'on a perdu cette saveur-là parce qu'on met, mettons, un mécheur qui ne joue pas ce non, mais d'un point de vue hockey, je suis d'accord avec toi. Mais les choses, le but de la Ligue américaine, c'est de développer en premier lieu. Fait que les choses vont pas changer, là, dans le sens où c'est correct. Je suis dans l'acceptation de ce que cette ligue-là est, de ce que ce programme-là est ultimement pour les Canadiens de Montréal. Alors pour moi, à moins d'une contre-performance ahurissante, à moins d'une blessure, à moins d'un petit bobo, Dunning et Arsenault, pour moi, Dunning également fait partie de cette équation-là. Puis évidemment que la nature du 4e trio a changé, mais c'est pas demain la veille, pour moi, c'est ce que moi je pense, de mon opinion, j'ai pas d'informations. C'est pas demain la veille qu'Arsenault et Dunning vont être dans la formation soir après soir au profit d'un méchant ou d'un Thorpe. Ça n'arrivera pas. Ouais. Bonne conversation quand même, ceci dit, Cédric, pour le podcast. J'adore. Ouais, mais je comprends tout ça. Je comprends que c'est une ligue de développement. Mais je pense qu'on s'en est parlé après le match. On était vraiment dans le match. Après le match de vendredi, on s'est dit OK, qu'est-ce qui va arriver? On ne savait tout pas qu'est-ce qui allait arriver pour le match de samedi. Finalement, mais je veux juste dire que ça a peut-être eu un impact parce que oui, mais tu as raison. Moi, je suis juste celui qui ramène la réalité en plein visage des gens, qui fait un petit peu, qui fait son pipi dans la soupe, là, puis j'amène ça, je veux pas. Mais tu as raison. Tu vas gagner ou perdre avec tes jeunes dans cette ligue-là. Si t'es le Rocket de Laval, si t'es les Bears d'Hershey, c'est différent. Ouais. Il y a d'autres choses, il y a des choses, on pense différemment. La victoire, sans dire qu'elle n'est pas importante à Laval, mais on ne doit rien aux Capitals de Washington du côté d'Hershey. Non, c'est les ça. choses sont différentes. OK, je pense
J'adore. C'est intéressant. J'adore. Ben non, mais la discussion est intéressante. Puis c'est une chose, c'est un débat qui est amené année après année dans le podcast. Oui, la victoire, c'est important. Avec tel gars, on peut avoir plus de résultats, mais en même temps, il y a les jeunes. C'est comme ça. Puis ce sera toujours comme ça. Puis je salue, à quelque part, cette façon de penser-là. La Coupe Calder, c'est le fun. Mais ultimement, Pascal Vincent le dit depuis qu'il est arrivé avec son mandat avec le Rocket de Laval, moi, ce que je veux, c'est une Coupe Stanley pour les Canadiens de Montréal. C'est ça. Mais en même temps, je veux rajouter quelque chose. Mais en même temps, tu dois mettre Philippe Méchard dans une position qui puisse se développer. Ce n'est pas comme joueur de 4e trio qu'il va se développer. Non. C'est aussi ça, là. c'est un peu... Tu sais, au PDP, tu mets un Condotta, tu mets un Tox dans un rôle plus... Tu mets Simoneau au centre, ou tu mets Condotta, c'est lui, puis là, tu as un 4e trio qui a une identité, mais Méchard... C'est pas son style. Je vais terminer là-dessus. Non, mais la transition est belle vers le deuxième sujet qui est comment ramener de l'offensive un peu sur cette équipe-là. Puis avant de nous en parler, je pense que Pascal Vincent, c'est un peu vider le cœur en ce sens-là. Je pense qu'il a passé un message à son équipe après la défaite de 3-0 face aux Moose du Manitoba samedi. On va l'entendre ce que Pascal Vincent a dit sur comment un peu ramener de l'offensive pour le Rocket de Laval là, en vue du prochain voyage. Je ne sais pas s'ils sont serrés. Je pense qu'on essaie de faire le prochain jeu au lieu d'avoir une mentalité où on attaque le filet. Ton premier look, ça faut que ça soit au filet avec du trafic à l'intérieur. Les jeux vont se développer lorsque tu crées lorsque tu rends la situation chaotique pour l'équipe adverse. Puis souvent, cette situation-là est créée par un tir au filet, il y a un retour, tu es hors position, puis là, tu attaques. Là, tu fais des jeux. Je trouve on veut faire des jeux avant de créer la confusion dans la zone défensive pour l'équipe adverse. Donc, je pense que c'est un mindset. Puis quand tu ne marques pas, ben peut-être que tu as un petit peu de manque de confiance. Puis là, tu es un petit peu plus slow quand tu prends tes décisions. C'est peut-être ça qui se passe, mais on va retourner à la base un petit peu. Ouais. Puis plus tard dans le point de presse, tu étais là, j'ai entendu. Je pense que c'est toi qui as ramené un peu ce sujet-là parce que tu en voulais plus. T'en veux toujours plus. T'en veux toujours plus, toi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu l'as ramené. Est-ce tu voulais entendre Pascal Vincent sur est-ce que c'est un peu le temps de changer les trios? Puis il t'a dit, comme il a dit dans ce que vous venez d'entendre, non, je pense que c'est une question de mindset. Est-ce qu'il pourrait y avoir des petits changements? Oui, mais avant tout, c'est une question de mindset. Puis Pascal Vincent n'est pas le genre d'entraîneur à qui mieux change ses trios. Non. Puis en même temps, samedi, les 4 trios ont récolté des chances de marquer. Celui de Beck, Davidson et Roy en a récolté seulement 2. C'est l'unité qui a peut-être fait le moins de flamèches en zone offensive, mais comme Pascal Vincent le dit, c'est peut-être avant tout une question de mindset. Alors, si vous vous attendez à des changements drastiques des trios pour les 2 matchs à Abbotsford ce soir, mardi et mercredi, ben vous allez... Moi, je pense qu'il y a des bonnes chances que vous soyez déçus. Ouais, mais... Puis le sujet peut être intéressant. Vincent, j'ai une petite question pour toi. Je vais voir si tu as peut-être la réponse. Combien de buts Laurent Dauphin a marqué depuis son match de 4 buts le 1er novembre contre Rochester? 1. Il y en a 4. Il y en a 4? Bon, je pensais qu'il y en avait moins que ça. 4. Là-dedans, il y en a au moins un dans un filet désert du côté de Providence. Mais tu vois, j'ai fait mes devoirs avant le podcast, mais ça, tu y accordes beaucoup d'importance, toi? Ben, en même temps, parce que oui, Belzile a marqué beaucoup de buts, là, ça a été comme le retour, mais on dirait que ce qu'on a vu la semaine passée, puis, OK, je ne vais pas dire depuis la semaine passée, là, depuis la suspension, depuis la suspension de ces joueurs-là, pour moi, c'est un point tournant, parce que oui, Belzile, comme je l'ai dit, a marqué des gros buts, mais je trouve que sur la glace, ça s'est calmé entre les 3. Moi, c'est au-delà des résultats. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, puis visiblement, ça ne sera probablement pas le cas aujourd'hui. Ils ont perdu du momentum, puis je salue quelqu'un sur la plateforme X, je vais le nommer en fait, Alain Lachance. C'est lui qui, commentaire très très pertinent, qui dit depuis la suspension de Dauphin, Belzile, pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y en a d'autres, Joshua Roy également,
c'est 5 victoires en 13 matchs pour le Rocket de Laval. Exact. C'est des faits, là, je veux dire, puis Alain, très bonne constatation. Puis c'est vrai que, pour bondir ce que tu dis, tu as raison. C'est vrai que le trio de Farrell, Laurent et Belzile a perdu un peu de son lustre. Un petit peu. Ouais. Puis dans le cas de Laurent, il y a des choses que j'ai aimées en fin de semaine. Quelquefois, je l'ai vu amener la rondelle au filet, en contournant le net, amener la rondelle dans les pattes du goaler. Je l'ai vu un petit peu plus dans la zone critique, là où il s'était éloigné dans les derniers matchs. Alors, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que nos attentes sont trop hautes envers ce trio-là, quelque part, à un certain moment? Peut-être, mais moi, ce que je pense peut-être, parce qu'on se regarde, mettons, les 2 premiers mois versus maintenant, je me demande vraiment si Dauphin est à 100%. Moi, c'est la question que je me pose parce que il est. Puis en même temps, comment qu'on peut. Il est combienième pointeur de la Ligue américaine à 40 points? Il est là. Aujourd'hui, je vais te dire ça. Là. Je veux dire, tu l'as devant toi. Là, il est troisième derrière Jacob Pelletier et puis Arthur Kaliev. Donc. Il a joué 5 matchs de moins que Kaliev puis 1 de moins que Jacob Pelletier. Voilà. Mais comment qu'on peut dire quoi que ce soit là, dans ce temps-là? C'est juste que la manière que moi je le vois, c'est juste que il était beaucoup plus agressif dans la manière qu'il jouait. Je ne suis pas agressif, bien sûr, négativement, là, mais dans la manière d'attaquer le filet. Il était plus dynamique, puis oui, il y avait une approche plus vers le centre que depuis quelques matchs. Quand il était sur la glace, c'était le meilleur joueur sur la glace, peu importe, à chaque présence. Et même Belzile, je regardais la statistique, moi, c'est pas les points qui m'inquiètent beaucoup là, quant à Alex Belzile. C'est un but, une passe à ses 4 derniers matchs dans la série de défaites, mais c'est seulement 5 tirs à ses 4 derniers matchs. Perdu un peu de son lustre également, mais en même temps, tu es alimenté par Dauphin et Farrell. Farrell est celui qui tire la charrette depuis quelques matchs, là, quand même. Il faut lui donner. Sean est assez constant. Mais est-ce que ça prouve encore une fois qu'il y en a certains qui en font pas assez offensivement, qui fait que genre les autres, qui la meilleure paire défensive, le meilleur trio de l'autre côté, parce qu'on a affronté des équipes avec des bons vétérans défensivement aussi, là, qui sont capables de contrer le trio de Dauphin, qui sont capables de jouer pour être capables de rien donner aux Rockets. Mais quand c'est là que la question se pose à savoir si, OK, est-ce qu'on peut penser à changer et essayer de les séparer pour essayer de réveiller certains offensivement, que c'est pas mal plus tranquille. Puis je dis pas juste tranquille au niveau des points, tranquille au niveau des chances, au niveau du temps de possession en zone offensive. Parce que oui, tu peux aller chercher des points, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, c'est à quel point parce que si tu as du temps de possession, oui, si tu circules la rondelle en zone offensive, si tu es l'agresseur en zone offensive, les points vont suivre, c'est une question de temps. Donc, mais moi, c'est plus ça qui m'inquiète parce que il y en a certains que je pense qu'ils pourraient en faire un peu plus au niveau des points, là, puis ça enlèverait pas mal de poids sur le trio de Dauphin. Ouais. Une chose quand même, moi, je prônerais la stabilité des trios encore à ce point-ci. Même si 4 défaites de suite, c'est la première fois que ça survient d'ailleurs sous le règne de Pascal Vincent. C'est la première fois que ça survient depuis novembre 2023. C'est signe que tout est au beau fixe depuis quelques années dans l'organisation du Rocket de Laval. D'ailleurs, statistique que j'ai mentionnée dans notre reportage, c'était la première fois qu'une équipe, samedi, venait blanchir le Rocket à la Place Belle depuis le 4 novembre 2023. Le Rocket l'avait échappé 5-0 face aux Marlies de Toronto. Mais pour revenir à l'offensive, Roy, Beck et Davidson, je veux les tester un petit peu plus ensemble. On a connu un match plutôt flat samedi, après toute une performance vendredi. Alors, moi, c'est pour la grosse performance qu'ils ont offert dans le premier match que je veux les voir encore. Mais je suis d'accord avec ce que tu as touché dans le premier bloc. Moi, je veux voir Condotta sur un 4e trio avec soit Arsenault, soit Simoneau à gauche et Tyler Thorpe à droite. Je pense que Méchard avec Jacky et Tuck, ça pourrait peut-être donner quelque chose. Ouais. Tu ramènes Tuck du côté gauche, tu as Méchard à l'aile. Méchard, mes enjeux, je n'ai pas la donnée, là, mais je pense pas que ça a super bien été en fin de semaine non plus. Il y en a gagné quelques-unes qui étaient quand même importantes. On s'entend que Condotta ou Denis serait meilleur. Là. Ça, c'est sûr, mais
on revient un peu au sujet qui a été discuté. Mais en tout cas. Puis Mesher, c'est une chose, mais Thorpe, peut-être que l'équipe. Parce qu'il a déjà été laissé de côté à un certain moment. Là. Il a raté une partie en début de saison lorsque on devait utiliser. Donc peut-être que Thorpe, on est plus à l'aise de le mettre dans. Mais en même temps, si tu le fais jouer avec les bons joueurs, ça ira pas. Je pense que c'est le jeune qui est peut-être le plus susceptible d'être laissé de côté, mais en même temps, avec le hockey qu'il a offert, je pense qu'il a ouvert un peu les yeux, l'organisation des Canadiens, dans sa première moitié de saison. Du moins, il a ouvert mes yeux à moi. C'est pas une décision que je prendrais, sauf si tu veux gérer son niveau d'énergie. Ouais. Pour moi. C'est là qu'on va le voir, mais pour lui, d'aller dans l'Ouest canadien, c'est le cadre parfait pour lui parce qu'il a joué ce type de hockey dans la Ligue de l'Ouest aussi. Oui, c'est un autre monde, mais je pense que c'est un type de jeu qui pourrait le faire connaître un bon voyage dans le cas de Thorpe. Ouais. Prochain sujet, Jacob Fowler qui est revenu avec le Rocket de Laval. Avant d'en parler, on va l'entendre comment le principal intéressé, Jacob Fowler, qui a été bon samedi, comment il a vu son expérience qui a surpris un peu tout le monde à un certain point avec le Canadien de Montréal. Je vous ai concocté le meilleur de ses réponses après le match de samedi. I learn a lot. Every day is a new day. Got to take the goods and the bads as they come and really just learn from everything. So grateful for the time I got to spend up there. And obviously, you want to be there as much as you can. Yeah, I mean, again, you learn a lot. There were some games that went better than others, but aside from the results, I thought I had a good showing, and you just want to prove that you belong. I didn't really look at it in that way. Obviously, I was given a great opportunity to go up and play 10 games, and I'm grateful for that. Every day you're just trying to make it to the next and live in the moment. And I thought I did a good job for the most part of that. Just more of go back, play some games, and just kind of keep doing what you're doing. Trending in the right direction. And the last thing you want to do is go backwards. Voilà, Jacob Fowler, après son 10 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, chose qu'on n'avait pas sur notre carte de bingo en début d'année, quand même. J'aurais pas misé. On n'espérait pas que ça arrive. Non, j'aurais rien misé non plus parce que j'aurais jamais prédit non plus une débâcle de et Montembeault et Daubèche en début d'année. Tant mieux, les deux se replacent présentement, puis c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux parce que là, Fowler va pouvoir jouer beaucoup, beaucoup de matchs. Puis ça a été le même Fowler quand il est revenu. Là, ses lectures ont été bonnes, ses déplacements ont été bonnes. Il y avait le désir de... Ses déplacements étaient bons, mes excuses. Puis tout ce qu'il a offert était... Rien ne nous a surpris par rapport à ce qu'on avait vu dans avant qu'il quitte avec les Canadiens de Montréal. Puis c'est un gars qui, pendant 10 matchs, il venait d'affronter la vitesse en zone offensive d'équipe de la Ligue nationale, des tirs de la Ligue nationale. Puis, évidemment, qui a paru en confiance en fin de semaine. Là, on va entendre Pascal Vincent, mais avant, Ced, as-tu quelque chose à ajouter sur ça? Je vais laisser Pascal Vincent parce que j'ai quand même un sujet qui est intéressant, une analyse qui est intéressante à avoir là, par rapport à Fowler. Donc, peut-être qu'on pourrait peut-être avoir ça après. On va l'entendre, Pascal Vincent, sur le retour du jeune espoir devant le filet, Jacob Fowler, avec le Rocket. Ouais, il est... oui, on a retrouvé la même personne. Évidemment, il n'a pas changé, mais c'est sa première expérience dans la Ligue nationale. Puis il revient ici avec une attitude, je le disais hier, là, absolument extraordinaire. Évidemment, c'est un très bon gardien de but. Mais on a retrouvé la même personne, mais je te dirais que je trouvais qu'il était encore plus en confiance dans le filet ce soir ou après-midi. Il l'était déjà beaucoup, mais j'ai l'impression qu'à l'occasion, ça avait l'air un petit peu pas slow, mais il était capable de lire. Je pense que une de ses grandes qualités à Jacob, c'est son hockey sense. Il est capable de voir ce qui se passe devant lui très rapidement. Puis ce soir, je trouve que c'était évident. Mais la personne comme telle, écoute, il est vraiment le fun à travailler avec. Go, Ced! C'est ton cue!
Moi, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça s'il reste à Laval d'ici à la fin de la saison. C'est ça mon. Puis hier, j'avais une entrevue avec la personne qui décrit les matchs chez les Wranglers de Calgary, puis elle m'a posé la question comment ça va être géré, ça? Parce que Fowler, est-ce que c'est un A, un B? Là, bon, on a eu la discussion plusieurs fois, mais c'est quand même 26 départs depuis le début de la saison pour Fowler si on combine la Ligue nationale et la Ligue américaine. Et on sait qu'on approche dangereusement de son total en saison du côté de 40 dans la USHL en 2022-2023 et 39 avec Boston College en 2023-2024. Donc, comment qu'on va gérer ça avec Capo Kakkonen aussi qui lui, a tellement rendu de fiers services parce qu'on s'entend que même si le Rocket a 5 victoires depuis les suspensions, tu l'as dit tantôt, le travail que Kakkonen a fait pendant ces matchs-là, c'est pas. Il a gardé les filets comme un gardien de but numéro 1. Oui, ça reste c'est un gardien de but numéro 1 dans cette ligue-là. Mais justement, à quel point tu veux avoir. Parce que si tu es dans la Ligue nationale, dans le cas de Fowler, et que tu es comme un A, un B, peut-être que tu gardes les buts 1-2 fois par semaine, mais là, il y a des 2 en 2, comme c'est souvent le cas dans la Ligue américaine, bien évidemment. J'ai bien hâte de voir comment. Puis Pascal Vincent m'a parlé aussi. Puis pour ajouter à ce que tu dis, lui, Jacob Fowler, les 2 en 2, il n'y a pas de trouble. Je veux dire, ça non, mais dans le sens que lui, il veut il a l'opportunité de garder tous les matchs, il va le faire. Là. Ça, il fait pas un pli, lui, les 2 en 2. Là. Fait que, évidemment, faut que tu le gères, mais peut-être qu'il pourra obtenir. Peut-être qu'il y a des 2 en 2, on pourrait le voir de plus en plus devant le filet. Là. Si les heures sont respectables des matchs. Là. Et tu ne donnes pas le filet du tout à Kakkonen? En quelque part, Ced, là, quand Capo Kakkonen a signé avec le Canadien, il y avait pas mal tous ces éléments-là en main avant de prendre une décision. Je sais. Je m'excuse, je vais le dire as it is. Il le savait probablement que ça a été une discussion avec son agent aussi. Le Canadien lui a donné un excellent salaire, plus d'1 million à un volet. Financièrement, c'est certainement une bonne décision de sa part. Mais là, veut pas, puis Pascal Vincent l'a dit, ça, j'ai pas gardé l'extrait. Il a dit qu'on lui a posé la question samedi, est-ce que des choses pourraient changer avec ce que Fowler a offert à Montréal? Est-ce que avec l'organisation, veut pas, pourrait obtenir plus de départs? Puis sa réponse a été oui, peut-être. Peut-être. Parce que moi, je calcule ça, Vincent, là, parce qu'il reste 34 matchs au Rocket. Ça, mettons, tu donnes le filet à 70% à Fowler d'ici la fin de la saison, c'est 24 départs. En ce moment, il est à 26, ça monte à 50 et ça, c'est avant les séries. Mais je pense que c'est ça l'objectif, c'est de lui avant offrir les séries, autour de 50 départs avant les séries. Autour, peut-être 48, peut-être 49. Là, présentement, ça doit être l'objectif. Ouais. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu trop à sa première année. Moi, je m'attends plus à ce que ça. En même temps, je pense que le nombre va être respectable en raison de plusieurs facteurs qui ne sont pas contrôlables, bien évidemment. Les 2 en 2, le match en après-midi, le lendemain. Là, c'est sûr que ce soir, c'est 2 matchs à 19h, heure de là-bas, donc c'est pas improbable qu'on voit Fowler devant le filet pour ces 2 matchs-là. Mais en même temps, si le Rocket veut se rendre où ce qu'il veut en séries éliminatoires, est-ce que oui? Parce que tu peux pas prévoir ça parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive en série. Tu peux pas penser, il va peut-être en avoir 25 en série. Bien sûr, on le sait pas. Tout peut arriver en série. Mais regardons, si tu veux, Ced, le reste du mois de janvier. Là aujourd'hui, mardi 2 en 2, Abbotsford 2 fois à 22h notre heure. D'après moi, ça va être split. Moi aussi. Mais là, en fin de semaine, tu as un match samedi, tu as un match lundi. Les 2, pour moi, ce serait Fowler. Et pour finir le mois de janvier, Syracuse-Toronto, mais un match à 19h le vendredi et un match à 16h. Ça va être un split, ça, c'est certain. C'est ça, exact. Donc, avec le voyagement. Moi, il reste 6 matchs au mois de janvier, 4 à Fowler, 2 à Kakkonen. Moi, je pense qu'on s'enligne vers ça. Ben, ouais. Ben oui. OK. Tu regardes, admettons, en février, le 6-7, il y a un 2 en 2. Fait que cette semaine-là, probablement un 3, un 2 pour Fowler, un 3 pour
dans le cas de 2-1, en fait, avec Kakkonen. Après, c'est un autre 2-2, que ça va être la même chose. Ça me surprendrait que. En plus, il y a un match le lundi à Toronto, au Scotiabank Arena, le 16 février. Il y a beaucoup de 2-2, là. Il y a même des 3-3. Il y en a un qui s'en vient, là. Kakkonen va avoir ses départs. Là. C'est sûr qu'il va avoir ses départs, mais en même temps. Mais tu sais, je veux juste finir là-dessus parce que le temps file déjà. Ouais. Le Rocket est dans une bonne position parce que imagine si tu as un espoir comme ça que tu priorises au niveau des départs et qu'il ne livre pas la marchandise. Ça arrive, ça. C'est arrivé nombre de fois dans la Ligue américaine. Donc, tu es dans une bonne position. Parce que imagine si tu avais cette situation-là où là, ton jeune, tu lui donnes 2 départs sur 3, puis c'est comme ça qu'on veut que les choses fonctionnent cette année. Puis là, tu as un backup qui est excellent, qui a fait ses preuves. Puis il commence à bouder parce qu'il se dit que le jeune, il fournit pas, je devrais en avoir plus. Au moins, Laval est dans une bonne position que Capo Kakkonen ne peut pas arriver et dire « Hey, le kid, il fait pas le travail devant le net. » Le kid, présentement, en termes de performance, si tu prends l'ensemble de la saison, il est meilleur que Kakkonen, même si Kakkonen est excellent. Puis ça, tant mieux. Ça prouve que tu es dans une bonne position. Ouais. Je sais pas, on n'est pas du même avis, puis c'est correct en même temps. Mais de quoi on n'est pas du même avis? C'est parce que c'est peut-être moi qui vois un peu plus loin, mais... T'as peur que Kakkonen boude? Non. Non, je veux pas te donner trop de charge de travailler en Fowler. Mais tu sais pas quand tu vas avoir besoin, tu sais pas si le Canadien peut arriver quelque chose. Mais comme Ced que tu voulais pas voir Fowler dans la Ligue nationale, mais il a joué 10 games puis il a bien performé. Fait que peu importe ce que tu mets sur la table de dessin du kid, il livre. Ouais. Fait que je comprends ton point, mais en même temps, moi, je suis en désaccord parce que en début d'année, mon discours a peut-être été différent, mais là, le kid est en train de prouver que peu importe ce que tu mets sur sa table de dessin, il va colorier à la perfection. Hâte de voir ce que ça va donner. C'est intéressant. Donc, oui, peut-être que le plan a changé avec Pascal Vincent, puis peut-être que là, il va en avoir un petit peu plus s'approchant des 50. Est-ce que c'est trop? Je pense que le kid, depuis le début de l'année, il démontre qu'il est extraordinaire. Petit dernier sujet avant de se quitter. Déjà? Ça va vite? Ouais, c'est 42 minutes déjà. Les gens en ont pour leur argent, puis on a réussi à s'obstiner un peu, fait que tant mieux. Ça, les gens adorent ça, des gens qui s'obstinent, puis c'est le fun. Amicalement, bien entendu, dans le respect, ce qui a été fait dans ce podcast-là. Je ne sais pas si on va s'obstiner sur le prochain sujet. La question mérite d'être posée. Je pense que toi et moi, on le dit. Ouais. Quand un joueur joue bien, ça fait partie de notre job aussi de le dire quand un joueur performe moins bien. Peu importe où il est repêché, peu importe comment il est signé, peu importe comment il est amené dans l'organisation des Canadiens de Montréal. J'ai pas particulièrement aimé David Renbacker la semaine passée. Moi non plus. Ça n'a pas été une très grande fin de semaine. Puis là... Des semaines. Non. J'ai aimé sa première période dans le match de vendredi. C'est pas mal ça. Là, la question qui mérite d'être posée, je pense que c'est sa première phrase creuse dans la Ligue américaine. Ça, c'est le positif. Il n'y en a pas eu 12. Ouais. Est-ce que là... Parce que là, les statistiques sont les statistiques, là, puis je vais en faire part. Cette année, à ses 12 premiers matchs, c'était 3 buts, 6 aides. Dans les 18 derniers matchs, seulement 3 aides. Aucun point à ses 9 derniers. Est-ce que ça, ce que je viens de faire mention, est-ce que ça commence à affecter son jeu? Je pense que oui. Avec la rondelle, surtout. Parce que sans la rondelle, il est constant. Mais même là, moi, j'ai trouvé qu'en fin de semaine, sans la rondelle, c'était décousu pas mal dans les 3 matchs à la Place Belle. Oui, il a gagné des batailles, mais je le trouvais, moi, moins instinctif dans ses prises de décision. Était moins incisif dans ses batailles pour les gagner. C'est sûr, parce qu'on a tellement vu de positifs défensivement dans le cas de Reinbacker que des fois, c'est tellement vu des beaux flashs, des fois, que
Puis il a dit, oh mon Dieu, comment qu'il a vu que le jeu allait aller là, puis il était déjà bien positionné pour couper ça, puis les sorties de zone. Mais là, ça a été, les passes, ils étaient molles, ils étaient pas cadrés. Mais c'est tout, j'ai l'impression que ça part un peu du côté défensif. Mais, puis moi, je t'avais dit, ben, je veux le voir avec Engstrom, mais forcé d'admettre que Ça marche le pas. retour d'Engstrom, c'est ce qui semble. T'es en train de me donner raison. T'es en train de donner raison, un clou sur lequel je tape depuis le début de l'année. Faut qu'il fasse la place à Engstrom en haut pour laisser Reinbacker se développer. Mais en ce moment, regarde les 5 derniers matchs de Reinbacker depuis le retour d'Engstrom. Je comprends que tu veux pas. Je comprends Kent Hughes, là, puis Jeff Gorton, puis le podcast ne sert pas à. Excuse-moi, je nettoie le bureau. Le podcast sert. Non, ouais, c'est vraiment le temps. Le podcast ne sert pas à parler des Canadiens et des décisions qui sont prises, mais je comprends que tu ne veux pas vendre un défenseur puis presque avoir rien en retour, mais en même temps, ça peut être un jeu dangereux des fois. Là. C'est ça que je mentionne. Puis, je t'en ai même mentionné après la première période samedi, je t'ai mentionné dans l'entraque. Il faut que ça se replace là, parce que ça allait pas pantoute la première période samedi. C'est un désastre. Il y avait les sorties de territoire, ça allait pas. Le jeu défensif m'inquiète un peu moins. Mais le jeu avec la rondelle, faut appeler un chat un chat, c'est pas au niveau de la Ligue nationale présentement. Est-ce que ça l'était? Est-ce que ça l'était beaucoup plus pendant qu'Engstrom était à Montréal? Oui. On est là. Puis, tu sais, les points, en quelque part, les points, oui, on s'en fout à un certain niveau, mais un joueur étant un joueur, il va toujours regarder, surtout quand tu as davantage numérique un peu, surtout quand tu as le temps de glace qu'il a, c'est sûr que ça commence un peu à l'affecter. Il se dit, t'es sûr que oui. Oui. Il n'y a pas confiance présentement, lance pas au filet, avec la rondelle, petite seconde en retard où la pression s'amène, puis il est dans le trouble. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de synchronisme avec la rondelle présentement. Il n'y a pas de confiance. Les sorties de zone, c'était compliqué en fin de semaine, surtout samedi. Je sais pas. Il y a peut-être, avec Engstrom qui est à Montréal, il a peut-être besoin de sentir « Hey, je suis le go-to guy, ça passe par moi. » Je sais pas. Mais présentement, cette semaine, ça fonctionnait pas. Est-ce que c'est relié avec l'absence du numéro 4? Oui, mais en même temps, un joueur doit trouver des solutions. C'est drôle, ça coïncide un peu avec ça. Hein? C'est la conscience, la présence tranquille en arrière de lui. De la meilleure qu'Engstrom joue en ce moment, puis on l'a répété quelques fois en fin de semaine, il est une coche en haut. Là. Il est encore au niveau de la Ligue nationale, puis on l'a vu, il était. Oui, ça n'a pas été parfait, mais en possession du disque, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il est là. Mais le nombre de replis défensifs au Engstrom. Avec le bâton, c'était. Le bâton, sépare le joueur de la rondelle comme ça. Lui, il faut qu'il y ait une place à Montréal dès que possible. Parce que Engstrom, c'est pas nécessairement avec le coup d'épaule. Quand on dit d'être physique, ça veut pas dire de pelleter ton adversaire. Engstrom l'est dans ses replis défensifs parce qu'il est tellement là pour enlever la rondelle à son adversaire, puis il a tellement un bon coup de patin que c'est comme ça qu'il va. Il comprend comment il va gagner ses batailles. Ouais. Puis là, ça peut étouffer un peu David Reinbacker de voir le défenseur qui dominant, que ça passe par Engstrom, tout ça. Puis, regarde, je pense que ça va se replacer, mais là, il y a de l'ouvrage pour Daniel Jacob. Puis Daniel Jacob est un entraîneur extraordinaire. Il ne peut pas avoir meilleure personne que Daniel Jacob. Vous avez vu ce qu'il a fait un peu avec Adam Engstrom. Crédit à Adam aussi. C'est le premier qui a été réceptif à ce que Daniel Jacob lui a inculqué comme valeur, comme amélioration à avoir dans son jeu. Puis là, Daniel Jacob, un peu de travail à faire avec Reinbacker. Tu veux pour compléter, Cédric? Non, mais c'est aussi dans le cas d'Engstrom, ça a pris du temps, là. Dans le cas d'Engstrom, pour qu'il arrive, là, j'étais pas là l'année passée, bien évidemment, à toutes les parties, comme tu sais, mais. Il y a pas mal plus de millage, ben oui. C'est à partir des séries, là, c'est là qu'en fin de saison, qu'il a plus clutché au niveau de son jeu, là, à moins que je me trompe, là. Mais c'est ce que Pascal Vincent dit, c'est un peu ce que toi, tu me disais en début de saison. Mais comme Reinbacker, il ne faut pas oublier qu'il est encore à moitié de la saison d'Engstrom. C'est deux joueurs complètement différents, on est d'accord, là, mais
faut laisser du temps. Mais là, il faut que le Canadien, comme on a dit, mette, comme j'ai dit pour Mesher tantôt, mettre Reinbacker dans des positions ce que lui va voir se développer. Puis ce n'est pas avec un Engstrom qui est mûr pour la Ligue nationale. Il est prêt pour la Ligue nationale. Je pense qu'il n'y a pas personne ici qui doute du fait que Engstrom il est prêt pour jouer dans la Ligue nationale régulièrement en ce moment. Et c'est juste que là, à un moment donné, il faut, comme tu le fais avec Fowler, tu le mets dans une position pour qu'il puisse avoir du succès. Là, il faut que tu mettes Reinbacker dans la même situation. Exact. Puis Engstrom est peut-être pas au niveau où il perd son temps dans la Ligue américaine, mais je pense qu'il a beaucoup plus à gagner d'être dans la Ligue nationale présentement pour sa progression. Comme Kapanen l'a été en début d'année. Je veux dire, j'en ai parlé avec Tony Marinaro sur son podcast. Kapanen en séries éliminatoires l'an passé là, pour le Rocket, c'était pas un grand facteur. Là. Puis tu sais, il a eu besoin de la Ligue nationale pour éclore. Ça peut être la même chose pour Engstrom. Puis peut-être que Reinbacker, lui, a besoin de sentir qu'il est le premier défenseur à Laval pour continuer de s'améliorer. Mais ceci dit, bon point. Engstrom a une saison complète, lui. Pas de blessure derrière la cravate. Alors, Reinbacker devra peut-être se rendre là. Puis, à quelque part, oui, il faut qu'on fasse abstraction de son rang au repêchage. En terminant, on a pas mal fini. On va parler du prochain voyage. Mais avant de nous en parler, on va entendre ce que Pascal Vincent avait à dire sur ce prochain voyage, le plus long de la saison. 2 matchs à Abbotsford et 2 matchs à Calgary face à une bonne équipe des Wranglers. Je veux voir une équipe qui va compétitionner. On part demain matin pour Vancouver. Donc, je veux voir une équipe qui va compétitionner. Je veux voir une équipe comment on va réagir sur la route. Mais c'est des équipes qu'on ne connaît pas. On n'a pas joué contre eux cette année. Donc, mais si c'est à l'image d'une équipe de l'Ouest comme Manitoba, ça va être un bon challenge physique. Puis c'est à nous de le rebondir. Là. Puis des fois, de se regrouper comme ça sur la route, ça peut être bénéfique pour l'équipe. Ouais, mais les Wranglers, tu les connais pas. À Abbotsford, on jouait ici à la Place Belle au mois d'octobre. 2 fois. Veux pas, le visage des équipes change un peu. Mais à Abbotsford, de mémoire, c'était 2 victoires. C'était 2 victoires face à Abbotsford, dont une par blanchissage de mémoire. Là. C'est exactement ce que mais dans le cas d'Abbotsford, de mémoire, le Rocket les affronte à chaque année. Hein, oui. C'est 3-0. Des victoires de 3-0 puis 5-2. Mais c'est un voyage de 6 rencontres. Il ne faut pas oublier les 2 rencontres suivantes du côté de Syracuse et Toronto. Oui, mais ils reviennent, pour une journée de congé, puis après ça, ils prennent l'autobus. Donc, c'est pratiquement... Je pense qu'il n'y aura même pas de temps de glace au retour. Ça va être une journée de congé, puis après ça, sauter dans l'autobus s'en aller à Syracuse. Donc, c'est un voyage extrêmement important. Mais j'ai hâte de voir, surtout la situation, là, ça a été très court. Là. C'est 2 jours de congé avant le match, plus incluant le voyagement vers la Colombie-Britannique. Tu n'as pas de rythme, tu es dans une séquence de 4 défaites de suite. Là. J'ai vraiment hâte de voir le match de ce soir face à Abbotsford parce que si le Rocket ne joue pas un grand match, ça va être un voyage qui pourrait être très compliqué. Et moi, je pense que le point tournant doit être là. Ça doit être ce soir. Dans la manière, il faut aller chercher un gros résultat. C'est une formation qui est, qui est dans le trouble, celle d'Abbotsford. Une équipe qui était du côté de San Diego plus tôt la semaine dernière dans le cas des Canucks. Donc, c'est un peu la même situation. Oui, c'est pas le même temps de vol, bien évidemment, mais c'est pas une équipe qui est à la maison. Il y a eu du voyagement, bien évidemment, de la partie du sud de la Californie. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est... Je l'ai dit souvent, mais ce voyage-ci de 6 rencontres, c'est le plus gros moment de la saison en ce moment-ci. Tu dois te ramener au-delà de 50%, si c'est pas 60% des points, parce que là, il y a des équipes en arrière qui commencent à souffler dans le coup, pas à peu près. Laval qui a d'ailleurs perdu son exclusivité au premier rang de la division Nord avec 3 victoires de suite du crunch de Syracuse. En terminant, je pense que c'est des matchs... cette série des défaites fait en sorte que c'est des matchs un peu moins pièges parce que c'est pas 2 adversaires hyper redoutables dans le sens où Abbotsford connaît ses difficultés cette année, beaucoup moins de profondeur évidemment que l'an dernier.
30e au classement général de la Ligue américaine. Et dans le cas des Wranglers, séquence de 6 défaites de suite présentement. Mais c'est une équipe qui a du talent avec un Martin Fruck et un Rory Cairns, deux joueurs qui ont du vécu dans cette ligue-là. Du côté d'Abbotsford, on a retrouvé Nikita Tolopilo, un bon gardien. Jiri Patera a fait du bon travail. Neil Zaman qui a quand même du vécu dans la Ligue nationale. Donc, il y a des éléments intéressants. Hâte de voir ce que le Rocket va nous offrir dans ces matchs-là. En terminant, Cédric, parce qu'après ça, on se dit au revoir. Mais en même temps, je regarde le calendrier des Wranglers. Aucun match cette semaine avant de recevoir le Rocket samedi. C'est un couteau à double tranchant, ça, parfois. Le Rocket a 2 matchs à Abbotsford. Ça, c'est le calendrier de la Ligue américaine. Hein? C'est le retour du balancier à un moment donné aussi. Là, parce que... Alors, Cédric, sur ton pessimiste, on va se quitter là-dessus. C'est ton mot de la fin d'être le plus pessimiste sur le congé des Wranglers en fin de semaine. Vers la fin pas de prédiction? Non. Pas cette fois-ci. Hein? OK, bien sur 4 matchs. Juste sur 4? OK, dis ça au prochain podcast. OK, ouais, c'est ça. Je pense que le Rocket va se replacer 6 points. On est dans le même plan. J'avais 3 victoires. T'es plate. OK. C'est rare qu'on ait du même. Ben, on s'est assez obstiné dans cet épisode de numéro 13. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié. Merci Cédric pour ta présence et de temps à autre l'aspect pessimiste de ta personne. C'est ce qui fait qu'on se complète bien. Normalement, c'est toi qui es pessimiste, donc on faut alterner d'une fois de temps en temps. Il y a des moments où je l'ai été dans le podcast. Alors, je remercie également Shane Gaumont qui nous aide beaucoup pour la mise en onde de ce podcast, également la production. Mais oui, on ne produit pas tout seul ce magnifique podcast. Et je vous souhaite 4 bons matchs du Rocket de Laval d'ici le prochain podcast. Il y a de l'action en masse. On va souhaiter des victoires du Rocket et à tout le monde, je vous souhaite une magnifique semaine. Ciao. Salut. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.